Je suis le docteur Jérôme Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bah Traoré depuis le Sénégal, qui est chargé de recherche au niveau du think tank Wati. Et je suis accompagné pour l'occasion par Alseni Thiam, qui est chercheur et expert auprès du 2R3S et du MIPAS. Bonjour à tous, merci de suivre cette nouvelle édition de la Minute Sahélienne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Alliance des États du Sahel. Bah Traoré, vous venez de publier un papier sur le sujet. Première question, quel bilan peut-on tirer de ce premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel? Merci beaucoup, Jérôme, pour la question. Je remercie 2R3S pour m'avoir invité dans la minute. Acte de défense mutuelle qui institue la création de l'Alliance des États du Sahel est né en réaction à la menace d'intervention de la CEDEAO au Niger après le renversement du régime de Mohamed Bazoum en juillet 2023. Donc, en septembre 2023, les trois pays, hein, le Mali, le Burkina et le Niger, dirigés par des régimes militaires, ont décidé de mettre en place pour faire face à l'intervention euh, de la CEDEAO d'une part, mais aussi très rapidement, on a vu une volonté pour ces trois pays d'élargir l'alliance en s'attaquant à d'autres problèmes, notamment la question du terrorisme qui touche les trois pays, parce que lorsqu'on voit l'indice mondial sur le terrorisme, les trois pays se retrouvent parmi les 10 pays les plus touchés par le terrorisme. Donc, ils ont en commun ce combat-là. Donc, ces trois régimes, au-delà de la menace d'intervention, ont décidé d'élargir le champ à la lutte contre le terrorisme. On a vu aussi des, des missions conjointes organisées de part et ça, et notamment lors de l'intervention on va dire, dans quelques combats. Hein. On a vu ce qui s'est passé à Tinzaouaten où l'armée burkinabé avait appuyé l'armée malienne sur le plan aérien. Donc, il y a une volonté pour ces trois pays-là d'aller vers une armée commune pour faire face à la menace terroriste. Au-delà de ça, on a vu qu'on est passé de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, cela montre également une volonté pour ces pays-là d'aller le plus loin dans l'intégration et de toucher d'autres secteurs. Hein. On voit ces trois pays également sont touchés par des crises économiques énormes. Donc, la volonté aussi, c'est de s'attaquer à des crises économiques, sociales, à la mise en place d'un média commun, etc. Mais tout cela, c'est des déclarations politiques. On a vu ces trois pays-là. Euh, Toutes ces déclarations restent des déclarations politiques, mais en réalité, le seul plan qui est mis en avant, c'est peut-être le volet militaire et le volet diplomatique. Parce que le volet diplomatique, il y a vraiment aujourd'hui une volonté d'aller vers une diplomatie commune. On l'a vu hein, lorsque les trois pays de l'AIS ont porté plainte contre l'Ukraine au Conseil de sécurité de l'ONU. On a vu aussi après ce qui s'est passé à Tinzaouaten où l'Ukraine avait participé à cela, ou du moins des officiers ukrainiens ont affirmé avoir participé au combat en donnant des informations aux côtés des mouvements rebelles du CSP. Donc, on a vu la réaction du Niger qui a également coupé les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Donc, il y a une volonté pour ces trois pays-là d'aller vers une diplomatie commune. Donc, mais au-delà de cela, comme je l'ai dit, ça reste des discours politiques parce que la mise en place d'un fonds de souveraineté commun n'est pas encore effective. La mise en place d'un
d'une banque d'investissement ne l'est pas encore. On l'a vu lors du discours des 1 an de l'AIS, on a vu le discours du président de la Confédération, le colonel Assimi Goïta, l'a rappelé et il a mis l'accent sur le volet sécuritaire. Même si on le voit, ces trois pays-là, depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, ont commencé, pas commencé, mais continué dans la dynamique de s'armer. On a vu aujourd'hui que toutes les initiatives hein, non militaires qui avaient été initiées par les autres chefs d'État ont été mis en recul. Le seul volet militaire est mis en avant aujourd'hui. Mais au-delà, les dynamiques internes dans les pays sont différentes parce que le Burkina reste le pays le plus touché par le terrorisme. On a vu l'attaque de Bamako, malgré cette offensive de ces pays-là. On a vu que les groupes terroristes, par exemple au Mali, la menace ne s'étend plus du centre ou du nord, c'est quasiment presque tous les pays. Au Burkina, la même chose. Et au Niger, au-delà du terrorisme, hein, que ce soit dans la région de Difa ou dans la région de Tillabéri avec Boko Haram ou l'État islamique, le JNIM, on a également vu la naissance de mouvements rebelles. On a vu qu'ils demandent même la libération du président Bazoum. Donc, les dynamiques à l'intérieur de ces trois pays-là sont un peu différentes, mais malgré cela, il y a une volonté de s'attaquer à la question politique, économique, sociale et sécuritaire. Mhm. Merci, Monsieur Batraoré, pour cette réponse. Alors, la CEDEAO peut-elle ramener les trois pays dans l'architecture sous-régionale? Si oui, avec quel levier? On va dire en janvier 2024, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de sortir de la CEDEAO, même si cela n'est pas encore effectif parce qu'il faut attendre 1 an avant que cela ne soit effectif. Je pense que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la création de l'Alliance des États du Sahel n'est pas contraire, c'est-à-dire au fait de rester dans la CEDEAO. On peut tout c'est bien possible que des États de l'Afrique de l'Ouest décident d'aller loin dans l'intégration, mais cela ne remet pas en cause l'intégration d'une zone intégrée beaucoup plus vaste, incarnée par la CEDEAO. Donc, on peut bel et bien créer l'Alliance des États du Sahel et rester dans la CEDEAO. On l'a vu, il y a des zones qui existent, il y a l'OMVS, l'Organisation pour la mise en place du fleuve Sénégal, qui concerne que 4 pays de, de l'Afrique de l'Ouest. On a aussi des initiatives comme l'UEMOA également. Et aujourd'hui, les critiques vers la CEDEAO seraient aussi légitimes si on les dirigeait vers l'UEMOA, qui est aussi empreint de facteurs coloniaux comme la monnaie. Mais bon, ces trois pays ont décidé de sortir de la CEDEAO. L'objectif, c'est de se libérer de la seule organisation aujourd'hui capable de mettre des pressions. Parce que lorsqu'on voit la dynamique au sein des dynamiques politiques et la durée des transitions au sein des trois pays, on voit clairement que les militaires n'ont pas prévu de quitter le pouvoir à court ou moyen terme. Au Burkina, on est passé à 5 ans de transition encore, une transition censée se terminer en 2024. Donc, la transition a été prolongée de 5 ans. Au Mali, c'était en février-mars 2024, mais aujourd'hui, on est à plusieurs mois, aucune date n'est encore donnée pour les échéances électorales. Et voilà, au Niger, la transition qui doit durer 3 ans, mais aujourd'hui, à part le pouvoir exécutif, aucun autre organe n'est mis en place pour la transition. Et le dialogue qu'avait promis le président Tchani, le général Tchani, n'est pas encore arrivé. Donc, lorsqu'on voit les dynamiques politiques, on voit que ces trois pays-là, ben, les régimes
militaires dans ces trois pays-là n'ont pas prévu de quitter le pouvoir très tôt. Donc, et on sait que même si les élections venaient à arriver aujourd'hui, que ce soit en Guinée, même si on le dit pas assez, on se focalise plus sur les trois pays de, de l'AES, mais il y a aussi la Guinée qu'il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit l'architecture politique ou même les chartes dans ces trois pays mises en place, ben, aucun article ne peut empêcher ces militaires-là d'être candidats aux élections présidentielles. Alors que au début des transitions, c'était vraiment ça les garde-fous, hein, ne pas permettre aux militaires, à ceux qui dirigent la transition, de ne pas se porter candidat. Mais au sein de la CEDEAO aussi, on va dire, c'est des volontés aussi, même au sein de la CEDEAO, on a vu dans les textes de la CEDEAO, c'est très clair, hein, ceux qui dirigent la transition ne doivent pas être candidats aux élections présidentielles. Mais aujourd'hui, si ces pays-là restent, ben, quelle sera la décision de la CEDEAO lorsque ces militaires-là vont décider d'être candidats? Donc, pour ne pas prendre de risques, si on quitte bonnement la CEDEAO, ben, on se libère de on se libère de la seule organisation qui puisse nous mettre la pression. L'Union africaine n'a pas réussi, les Nations unies, les pays occidentaux aujourd'hui n'ont pas réussi et d'ailleurs ils sont presque tous absents dans ces pays-là parce que les relations ont fait en sorte que les régimes militaires ont durcir leur position. Donc, je pense que à court ou moyen terme, c'est pas possible. Je ne vois pas dans quelle mesure ces pays-là vont rester dans la CEDEAO. Ça, c'est mon avis personnel. Mais au-delà de ça, ce qui est possible, et le président sénégalais l'a dit, même s'il a reconnu que les chances que ces trois régimes militaires, on l'a dit, les trois pays de l'AIS, mais c'est trois pays dirigés par des militaires qui ont pris des décisions, on va dire, contraires à cette idée de panafricanisme, à cette idée d'intégration régionale. Euh, c'est une décision, c'est des décisions concertées, mais c'est des décisions personnelles qui n'engagent que ceux qui dirigent la transition, parce que même s'il y a un soutien populaire, mais on voit également des divergences de point de vue au sein de ces différents pays-là. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye l'a rappelé, euh, ce qui peut être possible au cas où ces trois dirigeants ne reviennent pas en arrière sur leurs décisions, c'est de créer un cadre qui puisse permettre une coopération entre l'AIS et d'une part, les pays voisins directement, parce que ces trois pays-là sont des pays qui n'ont pas de débouchés sur la mer, donc qui dépendent des pays côtiers. Donc, l'objectif, c'est de créer un cadre de collaboration, peut-être bi ou multilatéral, qui puisse permettre à ces pays-là de ne pas souffrir de ne pas souffrir de cette sortie-là. Et on l'a vu, ça existe dans la CEDEAO et la Mauritanie. Donc, ce cadre est bien possible et je pense que c'est ce qui, à mon avis, à court ou moyen terme, peut résoudre la question de désintégration. Merci beaucoup, Batraoré. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'Institut Wati, au think tank Wati à Dakar au Sénégal. Merci également à Alseni Thiam, expert et chercheur auprès du 2R3S et du MIPAS pour les questions qui ont été posées. Merci à nos auditeurs et à très bientôt pour une nouvelle édition de la Minute Sahélienne. Merci beaucoup.